BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18 h, le Club de la Bourse. Le Club de la Bourse avec nos trois invités. Ce soir, Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Delphine Dipizio-Tigé, directrice générale de Indosuez Gestion. Bonsoir. Et Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac. Merci à tous les trois. Bonsoir à vous et meilleurs vœux également à tous les trois. Début d'année marqué par des tensions géopolitiques, je le disais en titre, tensions entre les États-Unis et l'Iran. Dans un premier temps, ce matin, on a vu une réaction assez marquée sur le pétrole. Le baril de Brent est passé au-dessus des $70 avant de repasser en dessous de cette barre. Et puis réaction sur l'or, on en parlera, c'est une valeur refuge et on a atteint dans la matinée des cours, un niveau le plus élevé depuis 2013. Un commentaire d'abord, on va commencer avec vous Julie Jourdan sur ces tensions géopolitiques. A priori, le marché n'aime pas l'incertitude. Le marché n'aime jamais l'incertitude. Effectivement, là, on a une poussée, une fièvre en fait d'incertitude qui se porte, en tout cas d'un point de vue vraiment purement marché, sur est-ce qu'il y aura à un moment donné des ruptures d'approvisionnement ou pas. Et c'est vraiment ça qui... On parle du pétrole. Du pétrole, exactement. Des ruptures d'approvisionnement sur le pétrole ou pas. Et c'est vrai qu'on est dans une région qui fournit pas loin de 50% de la production mondiale de pétrole. Et même si aujourd'hui les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole avec plus de 12 millions de barils par jour qui sont produits aux États-Unis, c'est une région majeure pour le pétrole. Donc c'est vraiment là-dessus que se portent aujourd'hui les regards. Et il est vrai qu'il y a une réaction relativement finalement modérée par rapport à ce qu'on avait eu par exemple le 14 septembre, quand on avait eu justement en fait des ruptures d'approvisionnement ou en tout cas des attaques qui avaient été faites sur des installations en Arabie Saoudite. C'est des situations qui sont complètement différentes, mais d'un point de vue du marché, c'est vraiment ça aujourd'hui qui est regardé. Et le marché, finalement aujourd'hui est assez prudent en fait par rapport à ces tensions, ne sachant pas dans quelle direction ça peut se développer. Delphine Dipizio, le risque évidemment c'est un embrasement au Proche-Orient, mais on voit bien que c'est un scénario que n'anticipe pas le marché, puisque si on regarde le VIX, l'indice de volatilité, la hausse est assez modeste. Oui, et même si on regarde aussi le prix du baril de pétrole à terme, à 24 mois, il bouge peu et reste toujours faible. Les anticipations du prix du pétrole restent quand même assez faibles sur le long terme. On a pour l'année prochaine et l'année d'après quelque chose qui se stabilise autour de 60 $ le baril, ce qui est relativement modéré et ce qui finalement, on se disait qu'il n'y avait pas vraiment une prime associée à risque justement d'embrasement possible, parce qu'on se disait quand même que c'était possible que ça arrive l'année dernière, qui n'était pas intégré dans les prix aujourd'hui. Et d'autre part, le secteur de l'énergie n'a pas profité aussi du rebond du baril de pétrole, parce que parallèlement on a quand même cette transition énergétique en train de se mettre en place, où on a l'impression que le pétrole est moins dans le regard principal des investisseurs. Donc ils vont moins aller sur ces valeurs principalement. Enfin, on n'est encore pas dans l'après-pétrole. On n'y est pas. On le prépare, mais on n'y est pas encore. Clairement, et l'année 2019 marque un démarrage de vraiment changement d'investissement, où on voit des secteurs qui sont vraiment impactés par cette transition écologique et énergétique, et le secteur de l'énergie en fait partie. Alors c'est vrai que le marché prend pas aujourd'hui, il ne considère pas qu'il y a un énorme risque d'embrasement ou de je rejoins ce qui vient d'être dit, que ça ne devrait pas dégénérer à ce stade. Pourquoi ? Parce que c'est pas dans l'intérêt de Donald Trump, à la veille des élections américaines, c'est vraiment son année élection américaine, que ça dégénère aussi. Et on a l'impression quand même que cette action qui a été faite contre l'Iran et contre ce général est un peu une action envers ses électeurs pour redorer son blason. On a l'impression que c'est un peu ça. On voit pas, il n'a pas lui envie de démarrer une guerre. Et après des représailles de l'Iran, c'est assez... Il n'y a pas énorme choix. Il y a c'est vrai que le risque, ça serait éventuellement de bloquer le détroit d'Ormuz, et là il y a presque 20% du transit du pétrole qui est fait par là, et donc ça peut être embêtant, mais on ne voit pas forcément quelque chose de fort là-dessus. Ce qui est fort probable, c'est peut-être des cyberattaques. Ça c'est fort probable, parce que c'est difficile d'être sûr que ça vient de l'Iran. Didier Saint-Georges, on voit bien que le marché n'anticipe pas une escalade, en tout cas pas pour l'instant. Le fait qu'on soit dans une année électorale aux États-Unis, est-ce que ça peut amener Donald Trump à un peu plus de retenue ?
Oui, on n'en sait rien. L'histoire montre que les dirigeants de démocratie, parfois, peuvent au contraire être tentés de regrouper leur électorat derrière des postures très, très va-t-en-guerre. Donc, c'est pas forcément une retenue. Ça peut être un sentiment, au contraire, de position de force qui lui permet de montrer à quel point il peut montrer ses muscles. Non, je crois pas que c'est ça l'essentiel. Je crois qu'on est dans une situation où le contexte sur le pétrole est quand même, je pense, dans le courant de l'année 2020, à une restriction, un ralentissement de l'offre, en tout cas. La production pétrolière américaine va se réduire. Si les engagements de décembre sur les quotas de l'OPEP sont tenus, on va avoir une réduction de l'offre également. Donc on va avoir un marché du prix du pétrole, nonobstant toutes ces histoires de sabotage, assez tendu. Donc dans ce contexte-là, faut pas oublier quand même que l'Irak, c'est 4,6, 4,7 millions de barils le jour. Donc c'est pas neutre sur une production globale. Donc si vous avez un certain nombre de perturbations dans l'offre pétrolière, vous pouvez avoir rapidement des petites hausses du prix du pétrole. C'est pas une escalade ou quelque chose de très spectaculaire qui est en jeu là. C'est une sorte de situation un petit peu instable qui irait un petit peu au-delà de ce que Donald Trump a prévu. Je pense pas qu'il faille rester sur cette idée que les marchés n'aiment pas l'incertitude. Il n'y a quasiment jamais de certitude sur les marchés. Donc c'est pas un problème d'incertitude, c'est un problème de possibilité de dérapage, d'escalade. Ça avait été la même chose dans les discussions entre Donald Trump et la Chine. Est-ce que ça peut aller vraiment déraper très très loin ? Et dès lors que ce scénario a été exclu, on a vu la réaction positive des marchés. Là, pour l'instant, cette idée d'une escalade n'est absolument pas le scénario central. Donc il est assez logique pour l'instant que les marchés réagissent de la façon dont ils le font. On l'a vu au fil des mois en 2019, les marchés d'abord réagissaient beaucoup et puis un petit peu moins, et on a l'impression que les acteurs de marché s'habituent au côté imprévisible de Donald Trump. Ça veut dire quoi ? Que l'instabilité, c'est devenu la nouvelle norme ? Non, enfin, regardez 2018 et 2019. 2018, vous avez une instabilité au sens où vous avez le début des hostilités commerciales de Donald Trump à l'égard de la Chine, et vous avez bien eu une réaction négative. Alors, on l'avait vu aussi sur le Mexique, les constructeurs automobiles, immédiatement, il y avait une réaction extrêmement négative. Voilà, exactement. Et là, aujourd'hui, on en a tous convenu autour de la table, la réaction est assez modérée des marchés. Oui, mais attendez, revenez sur la deuxième partie de l'histoire sur la Chine. Une des raisons pour lesquelles vous avez eu ce rebond des marchés en fin d'année, on en reparlera, c'est très largement dû aux banques centrales et à la Fed, mais quand même, ça a été dû au fait que ce scénario du pire, d'une escalade, qui avait été une des raisons de la baisse de 2018, s'est retourné. Donc je ne pense pas qu'il faille considérer que désormais ce genre de mouvement n'est plus reflété par le marché. Simplement, le marché ne se pose pas la question de l'incertitude, il se pose la question de savoir si Donald Trump contrôle à peu près les conséquences de ses actes, et s'il prend le risque d'un véritable dérapage ou pas. Ça a été la crainte en 2018 et jusqu'au début 2019. Aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme une crainte parce que le rapport de force entre les États-Unis et l'Iran paraît quand même là relativement disproportionné, ce qui n'était pas le cas d'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et Julie Jourdan, la hausse des prix du pétrole pourrait avoir une réaction en chaîne assez importante. La hausse des prix du pétrole, c'est la hausse des matières premières pour certaines entreprises, c'est la hausse évidemment des prix de l'énergie, donc pour le consommateur lambda. Et si on provoque une hausse des prix, on va modifier la trajectoire des banques centrales. Alors, je crois qu'il faut effectivement revenir un tout petit peu. Donc, la hausse du prix du baril, ça fait déjà un petit moment qu'elle a commencé. On est sur l'année 2019, le prix du baril a monté de l'ordre d'un peu plus de 20%. Donc, on avait déjà une trajectoire de hausse qui était là. On reste sur des niveaux qui sont sans impact majeur à ce stade, puisque comme vous le disiez, si justement on a dépassé relativement courtement $70 par baril sur le Brent, ce qui reste sur des niveaux qui ne provoquent pas des dommages majeurs à l'économie ni sur le consommateur. En ce qui concerne la Fed, c'est encore un autre sujet puisque la Fed ne regarde pas l'évolution
de manière spécifique des matières premières, mais vraiment elle exclut en fait les matières premières de justement sa stratégie. Et aujourd'hui, s'il y avait inflation, et ils l'ont très clairement dit, l'inflation devrait aller durablement au-delà de l'objectif qui est très relativisé dans les dernières déclarations qu'ils ont faites de 2%. Donc ce qui veut dire qu'on en est loin sur l'indice donc core qui exclut les matières premières en particulier. Donc c'est vrai qu'une hausse de l'énergie comme on a pu la voir sur les derniers mois, qui s'est amplifiée ces derniers jours de manière modérée, n'est pas de nature aujourd'hui à changer la trajectoire ni de la Fed, ni à impacter de manière majeure le consommateur. Il y a d'autres choses qui peuvent l'impacter, mais là, à ce stade, on en est loin. Est-ce que ce dossier iranien a un risque de nous empoisonner la vie toute l'année? On a vu que l'an dernier, c'était vraiment tout autour des négociations commerciales avec la Chine. Là, il y a quand même un risque que ça vienne perturber les marchés et la géopolitique au sens large cette année. Moi, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est vraiment l'année électorale américaine qui va prendre le dessus. Très rapidement, je pense qu'on va passer à autre chose. Je pense pas que ça va s'envenimer plus que ça. L'Iran n'a pas les moyens que ça s'envenime et les États-Unis n'ont pas l'intérêt. Donc, je pense pas que ça nous prenne plus de temps. Par contre, que de nouveau on mette une prime de risque sur le pétrole, oui. Ça, c'est possible, et qu'on ait par moment de nouveau une reprise de problématiques liées au pétrole et ce qui se passe dans cette région, bien sûr, ça c'est possible. Mais je ne pense pas que ce sera la une toute l'année, non. On va marquer une première pause dans le Club de la Bourse et on se retrouve après. On verra que l'incertitude n'est pas toujours incompatible avec la performance, puisque l'année 2019 a vu des résultats records, une performance record des marchés actions. On en parle juste après la pause. Restez avec nous. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. La suite du Club de la Bourse avec toujours nos trois invités. Julie Jourdan de Mansartis, Delphine Dipizio-Tigé de Indosuez Gestion et Didier Saint-Georges de Carmignac. On va revenir sur l'année 2019 justement parce que les incertitudes étaient nombreuses. Il y avait la guerre commerciale, le Brexit et pourtant, malgré toutes ces incertitudes, en fin d'année, la performance est assez spectaculaire. Julie Jourdan, on a toujours dit que dans ce contexte-là, c'était difficile de faire de la performance. C'est vraiment l'exemple qui prouve l'inverse. Tout à fait. On a eu une année quand même qui s'est jouée en fait en deux, on va dire sur deux typologies en fait de risques et de l'autre côté en fait de soutien. Donc c'est-à-dire que quand on regarde cette année 2019, ça a été, comme vous le disiez justement, une année de montée des risques. On a eu à la fois la montée du risque dans les tensions entre les États-Unis et la Chine. Il y a eu des tensions géopolitiques également avec d'autres pays, mais on va dire c'était vraiment là qu'on a trouvé vraiment l'essentiel, ou en tout cas les tensions les plus fortes qu'on ait pu avoir d'un point de vue commercial. Et parallèlement à ça, on avait un ralentissement global économique et en particulier industriel qui a fait craindre l'entrée en récession, notamment des États-Unis, ce que l'on a vu dans les modèles de prévision, notamment de la Fed, où on a vu finalement une montée très forte des taux de probabilité de récession à 12 mois des États-Unis qui sont montés jusqu'à presque 40%. Simultanément à ça, on a eu une Fed qui a inversé sa politique. C'est-à-dire qu'après cette hausse de taux, ils ont mis un terme en janvier, dès le mois de janvier, en fait, à leur cycle de resserrement monétaire. Alors, ils n'ont pas immédiatement baissé les taux, puisque ça n'est intervenu qu'à l'été, mais néanmoins, ils ont très clairement dit qu'ils arrêtaient, en fait, leur cycle de resserrement monétaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui a soutenu énormément les marchés, qui a effectivement dit aux marchés, ben voilà, on sera en soutien à l'économie, compte tenu des incertitudes, de la montée des risques. Et de l'autre côté, on a un niveau de chômage et un consommateur aux États-Unis, et un niveau de chômage un peu dans toutes les zones, qui a été globalement
très rassurant. Aux États-Unis, on est sur des plus bas depuis plus de 50 ans. On a une inflation salariale qui est solide, qui soutient en fait le pouvoir d'achat des consommateurs et une consommation qui accélère. Donc on a bien vu que cette crise industrielle qui a pu avoir lieu, notamment qu'on a acté, qu'on a vu de manière très factuelle sur les indices manufacturiers aux États-Unis, ne s'est pas transmise. On n'a pas eu d'entrée en récession aux États-Unis. Il n'y a pas eu de perméabilité entre d'un côté l'industrie et de l'autre côté finalement le consommateur et les services. Et c'est vraiment ça, cette dichotomie en fait qui explique qu'en même temps que la montée des risques, on a eu des très belles performances par ailleurs. Didier Saint-Georges, ce sont les banques centrales, les artisans de la hausse des marchés? Comme ils étaient les artisans de la baisse en 2018. Tout à fait. Je pense que le schéma est archi classique. 2018, c'est une année où le cycle global commence à ralentir, mais les États-Unis, grâce à la politique fiscale de Trump, eux continuent d'aller un peu plus vite. Donc la Fed se sent en position de continuer, non seulement de remonter les taux d'intérêt, mais de réduire la taille de son bilan. Donc vous avez un resserrement monétaire assez puissant au moment où le monde est en train de commencer à ralentir. Donc ce qui devait arriver arriva. Fin d'année, vous avez une correction forte. Erreur de politique monétaire, retournée effectivement en l'espace de quelques semaines, littéralement, voyant l'effet sur les marchés par la Fed qui, fin décembre, début janvier, complètement retourne cela. Alors dans un premier temps, ça n'a permis que de corriger l'erreur. C'est-à-dire qu'au premier trimestre 2019, on est revenu à peu près au mois de septembre 2018, au niveau du mois de septembre 2018. Puis après, il ne se passait plus grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette espèce d'épée de Damoclès des discussions entre la Chine et les États-Unis qui empêchait d'aller beaucoup plus loin. Et puis vous avez la dernière phase de l'année, et c'est intéressant parce qu'on est encore dans cette dynamique-là en ce début d'année 2020, la dernière phase de l'année, en gros les 4 derniers mois, où vous avez en même temps la fin des tensions réelles entre la Chine et les États-Unis, au moins pour la première partie de l'accord commercial, la fin du risque de hard Brexit, et surtout, et là je réponds très directement à votre question, et surtout une banque centrale américaine qui, pour des raisons qu'on peut discuter, qui sont terriblement techniques, mais qui sont liées à une problématique de fonctionnement du système interbancaire américain, se retrouve à injecter des liquidités sous forme de rachat d'actifs. Alors c'est les bons du Trésor, c'est pas les obligations, mais c'est les achats d'actifs, dans des proportions tout à fait similaires à celles des grandes années du quantitative easing de 2009-2010. C'est-à-dire, imaginez, dans les 4 derniers mois, plus de 400 milliards de dollars injectés en liquidité par la Fed dans le système financier. Donc imaginez à quel point, quand vous avez une réduction des risques et dans le même temps, alors qu'en effet, sur le plan économique, la crainte d'une récession s'était éloignée, et dans le même temps, vous avez une injection de liquidité comme si on était en crise économique. Donc la conjonction des deux fait cette très forte hausse des marchés qu'on a eue en fin d'année et qui se continue, je dirais, par inertie en ce début d'année 2020, si ce n'est que les marchés se sont ajustés assez vite. Et donc on repart, tiré d'une certaine façon, sur une page blanche cette année. Delphine Di Pisio, sur la performance 2019 des marchés, votre analyse ? En fait, on voit que le marché... a quelque part poussé, tout un tas d'événements a poussé les banques centrales à faire machine arrière et à ne pas sortir de ces politiques accommodantes. Et ça, c'est la problématique qui va rester dans l'esprit, parce qu'au final, il va falloir un moment arrêter. Ça ne va pas être encore la thématique de 2020, a priori, mais dans les prochaines années, ça va l'être. À vous entendre, les banques centrales ne font que repousser l'échéance ? Ah bah là, ça a repoussé l'échéance. Mais on voit que c'est très difficile, c'est un peu comme sortir le dentifrice d'un tube et de le remettre après. Donc on a un peu de difficulté et on ne sait pas faire. On parlait de ça pour l'inflation il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est le bilan des banques centrales. Et on voit que les marchés sont très corrélés à l'évolution du bilan des banques centrales. Et quand le bilan des banques centrales augmente, les marchés payent. Et donc, les bilans des banques centrales continuent de remonter. En effet, le bilan de la Banque centrale américaine revient vers les 4 000 milliards. Eh bien, ça continue de faire payer les actifs financiers. Donc, à un moment donné, il va falloir faire machine arrière, sauf qu'on est en train de reculer le problème. Après cette année spectaculaire sur les marchés, à quoi peut-on s'attendre en 2020 ? Ça, c'est la partie la plus difficile. On va commencer par vous, Didier Saint-Georges. C'est gentil. Très bonne performance des marchés en 2019. Ça veut dire qu'on est quand même particulièrement exposé à défaut d'une correction, en tout cas une consolidation en 2020. Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, vous connaissez la formule. Oui, mais encore une fois, il ne faut pas raisonner simplement de manière calendaire. Il y a eu pour, je dirais, les 3 quarts de l'année 2019, pas davantage qu'une
une compensation de ce qui avait été perdu l'année précédente. Donc on n'est pas beaucoup plus haut qu'on était il y a 2 ans, si ce n'est qu'il y a eu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur la fin d'année, un phénomène turbo alimenté par la Fed, qui fait qu'effectivement, là, on commence l'année au moins pour ce qui est du positionnement des investisseurs, de manière beaucoup plus optimiste que l'an passé. L'an passé, d'une certaine façon, les choses présentaient un risque asymétrique favorable, puisque tout le monde était très très noir, les anticipations étaient très défavorables. Il fallait vraiment croire à une entrée en récession pour vendre, refuser le risque il y a 12 mois. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc on part, je disais, un petit peu d'une page blanche, c'est-à-dire que le scénario de croissance n'est pas très optimiste, mais personne ne voit véritablement une récession cette année. Donc c'est cette idée d'un peu de stabilisation à des niveaux assez médiocres. Donc c'est pas ça qui devrait bouger énormément les marchés. En termes de risque, on va dire sentiment, risque externe, ça c'est toujours la même chose. On n'en sait rien. Alors Donald Trump a coutume d'augmenter un petit peu cette fraction des moteurs de marché. Donc on verra. On a commencé à discuter de l'Iran tout à l'heure. Le scénario problématique, c'est celui de l'erreur. Une erreur qui est commise. Alors je disais qu'il y avait une erreur de politique monétaire l'an dernier. On pourrait avoir une erreur de géostratégie cette année. Donc ça, c'est assez imprévisible. Et en tant que gérant, vous ne le prévoyez pas. Vous le gérez quand il se produit. Et il reste cette grande histoire des banques centrales. Et alors là, c'est toute la question de savoir si en effet les banques centrales vont pouvoir reculer. Ils ont essayé en 2018 et ça a été assez catastrophique. Aujourd'hui, alors ça va peut-être un des grands enjeux de cette année, peut-être qu'on se reverra à ce moment-là, la Fed et la BCE sont en train de mener une revue approfondie de leur stratégie générale. Ça a été une des premières décisions de Christine Lagarde. Exactement. Alors celle des États-Unis, la Fed avait commencé précédemment et maintenant les deux sont en train de le faire. Et ça, c'est assez majeur parce que ça va permettre de déterminer si les banques centrales sont prêtes en effet à accepter un niveau d'inflation plus élevé pour compenser ce manque d'inflation des années passées, ou si au contraire il y a une problématique d'aléa moral, de crédibilité par laquelle il faut quand même faire très attention de ne pas laisser l'inflation s'envoler. Ces conclusions-là, on devrait les avoir environ au milieu d'année, et je pense, compte tenu de l'influence majeure de la politique monétaire sur les marchés, c'est davantage ça qu'il va falloir surveiller. À mon avis, ça va avoir une influence considérable sur les marchés, davantage que de savoir si les relations entre Donald Trump et l'Iran se comparent à celles entre Donald Trump et la Corée. Julie Jourdan, la Fed nous a dit qu'elle marquait une pause. Elle va évidemment surveiller l'évolution de la conjoncture. Qu'est-ce qu'on attend cet après-midi, cette année? A priori, la récession a été évitée, mais l'OCDE, les experts de l'OCDE nous disent le rebond de l'économie va être quand même assez poussif pour 2020. C'est aussi votre scénario? Alors, l'économie américaine, sur cette année, devrait enregistrer une hausse de son PIB de l'ordre de 2%. Donc, effectivement, on ne parle pas d'une accélération de croissance majeure. Et ça va être d'autant plus poussif, sans doute, que le premier trimestre va être affecté par l'arrêt de production de Boeing qui va coûter de l'ordre de 0,5% de PIB. Donc, c'est un élément tout à fait significatif qui peut également pénaliser les trimestres suivants. Mais à ce stade, c'est aujourd'hui, on va dire, évalué pour le premier trimestre. Après, effectivement, on n'est pas dans une économie qui est en phase d'accélération. Est-ce que, pour autant, c'est un problème à la fois et pour les marchés et pour l'économie américaine? Non, on est justement dans une situation qui est un peu une situation presque idéale de ce point de vue-là pour la Fed, puisque pas d'accélération économique, dit pas de changement de politique, effectivement, pour la Fed. Et d'autre part, on a un niveau d'emploi, encore une fois, qui est extrêmement fort et un consommateur qui reste très présent et qui a accéléré son niveau de consommation sur les derniers trimestres. Donc on a une situation qui est globalement une situation solide et qui est assez effectivement idéale pour les marchés de ce point de vue-là, puisqu'on n'anticipe pas de modification de la stratégie de la Fed. Ça, c'est le scénario macro pour les États-Unis. En Europe aussi, ce sera poussif. Alors, peut-être juste une dernière chose sur les États-Unis. On est en année électorale et dans les années électorales, c'est très rare, ça n'est quasiment jamais arrivé, que la Fed
prenne des décisions, puisque effectivement elle ne veut pas. Alors c'est une règle non écrite, mais en règle générale, les banques centrales n'interviennent historiquement, pas. Ils ne sont pas vraiment intervenus. Et dernière chose aussi sur les marchés, c'est très rare. En fait, les années électorales aux États-Unis sont en général des années qui se passent globalement bien, qui sont positives pour les marchés actions. On en parlera après la pause. Pour l'Europe, quel est votre scénario macroéconomique ? Écoutez, on considère que sur l'Europe, on a des indicateurs économiques, notamment industriels, qui sont en train de se stabiliser et que de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est encourageant. Par ailleurs, on voit bien que les niveaux de chômage également, enfin d'emploi en tout cas, vont dans la bonne direction et on anticipe. Et je pense que ça sera également un des sujets. Autant la Fed aux États-Unis, on anticipe finalement la poursuite effectivement de la politique monétaire. Également en Europe, on n'anticipe pas de changement, mais on pourrait avoir des bonnes surprises du côté des relances budgétaires en Europe. Et je pense que c'est un des sujets aussi qui sera à surveiller sur 2020. On va marquer une nouvelle pause dans ce club de la bourse. On va faire le point dans quelques instants sur la clôture à la Bourse de Paris et puis on poursuivra notre débat juste. Derniers instants de cotation à la Bourse de Paris et sur les principales places financières européennes. À Paris, on est au-dessus des 6000 points, même si on est en baisse sur l'indice CAC 40. On est à 6011 points, en recul de 0,54%. On va faire le bilan de cette séance avec Michael Jacobi, qui est en ligne avec nous. Vous êtes responsable trading Europe continentale chez Oddo BHF. Alors une séance, on en a beaucoup parlé, mais qui a été marquée par cette escalade, ces tensions entre les États-Unis et l'Iran. Mais on l'a dit aussi beaucoup, une réaction assez limitée des marchés. Oui, alors absolument. On peut absolument parler de tension au niveau du Moyen-Orient après l'agression des États-Unis sur le général numéro 2 du Liban. En revanche, l'escalade se veut, on va dire, uniquement verbale pour l'instant, et c'est ce que actuellement le marché, notamment aux US et également en Europe, semble presser. On est sur un léger repli sur le CAC, comme vous le dites, autour des moins 0,5%. On s'installe clairement autour des 6000, voire un peu plus points sur le CAC, et on sait raison garder en tous les cas dans un volume mine de rien absolument pas exceptionnel. On a à peine touché les 2 milliards à l'heure en laquelle on parle. Avec le fixing, probablement on ira autour des 2 milliards et demi, 3 milliards, mais c'est pas du tout un volume de panique, c'est pas du tout un gros volume. On est très mesuré dans ces réactions boursières, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les meilleurs performeurs. On a notamment les pétrolières qui bénéficient de la remontée du prix du baril du pétrole, avec notamment Total à plus 1,60%. Juste derrière, on a Technip à 0,52. On a plutôt des défensifs comme Sanofi qui bénéficient de flux acheteurs à 0,74%. Et dans les valeurs plutôt vendues aujourd'hui, on a notamment les technologiques avec ST Microélectronique à moins 2,5% dans le négatif. Également le segment des automobiles, des bancaires et du luxe assez fortement dans le rouge, autour des moins 2% ou moins 1,5% en fonction des valeurs qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Le marché s'est souvent fait peur. En 2019, on réagissait parfois de manière un peu épidermique. Là, aujourd'hui, on a vu qu'il s'est passé à l'inverse. Ce matin, sur le Brent notamment, on est passé au-dessus des $70 le baril rapidement. Et puis là, ce soir, on est de nouveau en dessous des 69. Donc on le voit bien, vous venez de le dire, mais on voit bien que c'est une réaction assez mesurée. C'est exactement ça. On n'est pas du tout en train de presser une guerre ou une escalation violente, ou en tous les cas, le marché ne le fait pas à court terme. Et effectivement, les mouvements assez mesurés sur les cours, que ce soit du prix du baril du pétrole ou des différentes valeurs boursières, le montrent assez fortement. Merci beaucoup, Michael Jacobi, responsable trading Europe continentale chez Oddo BHF. Les marchés américains, le Dow Jones est en très léger recul, on est proche de l'équilibre, moins 0,1%. Le Nasdaq, lui, en très légère progression de 0,15%. Puis la Bourse de Paris, les tout derniers instants de cotation, c'est pas encore le fixing, on perd 0,54% à 6011 points.
On va reprendre notre débat avec nos trois invités du Club de la Bourse. Delphine Di Pizio, je vais vous poser la question puisque Julie s'occupe essentiellement des marchés américains et je l'ai relancé à tort sur les marchés européens et sur la macro européenne. Quel est votre scénario macroéconomique en Europe pour 2020 ? Globalement, et ça touche aussi l'Europe, on est plutôt positif sur l'Europe. En fait, l'Europe, c'est la moyenne un peu du monde, parce qu'on a une accélération finalement des économies côté Asie émergente, mais surtout l'asiatique, vers la croissance potentielle. Donc ils étaient en dessous de la croissance potentielle, ils vont tangenter vers la croissance potentielle. On a les États-Unis qui étaient largement au-dessus, boostés par l'impact de la réforme fiscale, et eux qui vont plutôt à la baisse rejoindre leur croissance potentielle, et on a l'Europe qui stagne légèrement en dessous de la croissance potentielle, qui devrait tangenter la croissance potentielle. Donc on a une accélération, mais la bonne nouvelle sur l'Europe, c'est que on a quand même une direction qui est plutôt positive, que ça soit évidemment sur la partie politique monétaire qui reste quand même accommodante, et sur la partie politique fiscale où là tout reste à écrire, et on espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles du côté de l'Allemagne et peut-être en 2020. La clôture à la Bourse de Paris, pendant qu'on parle, moins 0,51% à 6013 points en clôture pour le marché parisien. Quels sont les facteurs de soutien cette année au marché et notamment en Europe ? Je me tourne vers vous, Didier Saint-Georges. On attend des mesures de relance budgétaire notamment, et ça devrait soutenir la conjoncture et donc les marchés cette année. Oui, ça c'est ce qui est assez attendu généralement, si ce n'est que entre ceux qui peuvent mais qui ne le souhaitent pas et ceux qui... Alors on va donner des noms, l'Allemagne et les Pays-Bas. Voilà, Christine Lagarde les avait donnés. Voilà, exactement. Donc je ne pense pas qu'il faille attendre énormément de cela. Je pense que l'Europe, que ça nous plaise ou non, dépend énormément de la croissance globale. Et si vous n'avez pas une croissance suffisante en Chine et aux États-Unis aussi, alors les mesures de relance budgétaire ne vont pas faire la différence en 2020. Donc je ne pense pas que malheureusement il faille compter là-dessus. Je pense que... Qu'est-ce que le marché éventuellement sous-estime aujourd'hui ? C'est ça qui va le faire bouger. Tout ce qui est déjà connu est déjà reflété. C'est peut-être les conséquences économiques de ce premier deal entre la Chine et les États-Unis. Parce qu'il y a là quelque chose tout de même qui me semble assez porteur de changement. La première des choses, c'est que la Chine se retrouve dans une situation où, de toute évidence, il va être de moins en moins dépendant des États-Unis. Alors, ils y sont forcés, d'une certaine façon, par les négociations, mais de toute façon, stratégiquement, c'est leur souhait également. Donc, on peut imaginer quand même une croissance chinoise qui, se stabilisant, devient une croissance beaucoup plus domestique et non pas une croissance vers les exportations, ce qui serait cohérent avec, là aussi, le souhait des États-Unis comme de la Chine, celui d'une monnaie plus forte. Il n'y a pas encore si longtemps, il y avait un peu cette crainte que le renminbi se déprécie, que ce soit une exportation de la déflation, etc. Dans l'accord entre la Chine et les États-Unis, il y a cette notion que la Chine ne doit pas laisser sa monnaie baisser trop fortement, ce qui convient tout à fait à la Chine de toute façon, compte tenu d'un modèle économique qui va de plus en plus vers la croissance domestique. Ce qui fait qu'il me semble qu'en tant qu'investisseur, la croissance domestique chinoise, en monnaie locale même, peut être quelque chose qui offre bien davantage qu'en Europe, qui en effet reste sur des niveaux très médiocres de croissance, et qu'aux États-Unis, qui sont plutôt en train encore de ralentir. On est peut-être dans la Chine domestique, là à l'endroit où vous avez d'une part des niveaux de croissance qui restent intéressants, et d'autre part dans la sphère technologique, des niveaux de valorisation bien inférieurs à ceux que l'on peut trouver aux États-Unis. Alors il faut regarder ce qu'on ne connaît pas, vous venez de nous dire. Évidemment, on ne connaît pas le résultat de l'élection américaine, donc on va en parler avec Julie Jourdan, puisque vous êtes spécialiste des actions américaines. D'abord, un mot sur le climat général autour de cette élection. Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais ça se passe plutôt bien pour les marchés en année électorale généralement. Tout à fait. En général, effectivement, ce sont des années qui sont des années tout à fait positives pour les marchés. Cette année, on est entré dans une nouvelle campagne électorale qui est extrêmement polarisée. Donc c'est vrai qu'on a rarement eu
tel écart, je dirais, ou un tel affrontement entre démocrates et républicains. On a encore une incertitude assez forte sur le candidat démocrate, bien évidemment, puisque le premier caucus, donc le premier processus, première étape du processus en fait de désignation du candidat démocrate va commencer d'ici quelques semaines et on aura véritablement le résultat. Finalement, on aura une bonne indication vers mars-avril et la désignation officielle qui est fin juin. Donc, pour le candidat démocrate, on a encore pas mal d'incertitudes et c'est vrai que c'est très divisé avec des campagnes et des programmes qui sont extrêmement différents, voire divergents selon les candidats. Donc ça rajoute effectivement, ça ajoute pas mal d'incertitudes. Sur la partie républicaine, on reste avec cette incertitude autour du timing, on va dire, la procédure de destitution au niveau du Sénat, mais globalement, on a un candidat qui aujourd'hui est, perçu par le marché, alors à tort ou à raison, comme ayant une probabilité de seconde victoire relativement importante. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est le candidat préféré des marchés ? Aujourd'hui, comme on n'a pas le candidat démocrate ni un programme clair, en fait, le programme du candidat démocrate sera affiné une fois qu'il aura été réellement désigné et qu'il aura effectivement son équipe de campagne, où il ne sera plus que le candidat des démocrates, mais le candidat au niveau des États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra effectivement dans un deuxième temps. Mais ça va rajouter effectivement de l'incertitude sur cette année notamment la vraie inquiétude, c'est de savoir comment les chefs d'entreprise qui ont déjà reporté un certain nombre de leurs dépenses d'investissement sur 2019 parce qu'ils souffraient de l'incertitude en Chine, finalement, est-ce qu'ils vont à nouveau reporter leurs dépenses d'investissement en 2020 et donc ne pas justement avoir je dirais, ce qui est attendu d'ailleurs, ce rebond en fait des dépenses d'investissement en 2020, est-ce qu'il va réellement se produire ou pas? Comment est-ce que les élections américaines, cette année électorale, va influer sur les marchés financiers? Delphine Di Pizio, on sait que Donald Trump regarde beaucoup le S&P. Il y a un effet richesse important. Et donc, s'il garde un œil sur le S&P, il va tout faire pour que les marchés performent bien cette année. Oui, mais enfin, Donald Trump ne commande pas les marchés financiers qui sont plus forts que tout. Oui, mais il ne prendra peut-être pas de décisions qui peuvent aller contre les marchés. C'est clair. C'est vrai que quand on regarde quand même au niveau statistique, l'année 2019 devrait être bonne parce que la plupart du temps, les 3/4 du temps, quand une année était au-dessus de la moyenne en termes de performance, c'était le cas de l'année dernière, l'année qui suit est positive sur les marchés actions, les 3/4 du temps. Plus l'année électorale, généralement, c'est une bonne année. Les années aussi où il y a des Jeux Olympiques, c'est généralement, je dis bien généralement parce qu'il y a eu 2008, c'est bon jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc, il y a une raison concrète, c'est que ça dope le marché publicitaire. Alors peut-être que ça dope le marché, mais pas que, parce qu'il y a toute l'organisation aussi des Jeux Olympiques, d'ailleurs qui peut jouer sur l'économie japonaise. Et là, ça c'est un call nous on va avoir, parce que ça rejoint aussi un call value, donc des valeurs des côtés, et d'une économie qui va bénéficier aussi de cet élan et ce rattrapage des différentes zones qui ont pâti ces dernières années, et notamment sur l'année 2019 et 2018, de cette guerre commerciale qui a l'air un tout petit peu, parce que c'est que la phase 1, le 15 janvier, de passer en second plan. Donc il devrait y avoir quand même une accélération globalement des économies qui sont, encore une fois, politiques monétaires plutôt accommodantes, les politiques budgétaires qui sont accommodantes dans la plupart des régions, et notamment en Asie. On a aussi les flux qui sont quand même assez extrêmement importants, parce que là on parle des États-Unis, il y a eu quand même pas mal de rapatriement de capitaux sur les États-Unis, je parle notamment des flux sur les marchés financiers. Quand on regarde les fonds de pension, on est au plus haut en actions américaines sur les fonds de pension aux États-Unis depuis avant la crise de 2008. Donc finalement, on peut penser qu'à un certain moment, il va y avoir de nouveau peut-être une diversification plus forte qu'il n'y a aujourd'hui sur d'autres marchés. Après, on peut rêver que ça soit la zone euro, parce qu'on l'attend depuis longtemps que ce soit la zone euro. On l'attend depuis le Brexit, depuis 2016, on attend que les investisseurs étrangers reviennent sur la zone euro. Probablement, si le Brexit, on arrive à avoir au moins un deal à un moment donné, ça devrait revenir. Donc il y a évidemment ça qui va jouer. On a les risques avec le marché italien qui sont un petit peu
peu aussi qui s'éloigne. Et puis, encore une fois, on a cette accélération de l'Asie qu'on va vraiment voir plus concrète. Donc tout ça devrait faire que les marchés financiers devraient performer, et notamment, en tout cas c'est ce qu'on pense, moins pour la partie américaine, impactée par Boeing en début d'année, ça c'est clair, et ça on le sait déjà, donc ça c'est facile à dire. Mais encore une fois, d'une économie qui va plutôt ralentir sur sa croissance potentielle, et puis les autres économies qui sont vraiment en expansion. Perspective macro, élection américaine, reste le dossier du Brexit, puisque a priori il devrait intervenir à la fin du mois de janvier, mais il y a la phase de négociation derrière qui va être compliquée et courte. Oui, enfin courte, elle peut être reportée par accord mutuel. Non, absolument. Le risque politique du Brexit dur est derrière nous, mais le risque commercial est complètement devant nous. Je crois qu'il faut vraiment garder à l'esprit cet impact des liquidités. Je sais bien qu'il est naturel et on a tous été formés pour regarder l'économie réelle, mais il faut garder quand même un niveau d'humilité assez considérable à l'égard de ces vieilles recettes, parce que depuis 2009, on a de toute évidence des marchés boursiers qui se sont très largement déconnectés de l'économie réelle parce qu'il y a eu ces politiques monétaires absolument extraordinaires. Or, 2019 et la fin 2019 a été le retour à cette politique absolument hors norme de la Fed. Et vraiment, j'insiste dessus parce que toute la question de l'évolution des marchés, c'est donc de savoir où cette liquidité va aller se loger. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une donnée qu'il va falloir discuter à un moment donné, qui est celle du dollar. Si vous avez suffisamment de liquidités en dollars qui sont créées, alors il y aura une baisse du dollar, simplement par le rapport entre l'offre et la demande. Et si vous avez davantage de liquidités en dollars, alors effectivement, le monde émergent peut en profiter, qui avait tellement souffert en 2018 de cette réduction des liquidités en dollars. Vous aurez d'une manière générale des marchés financiers qui seront portés par cette liquidité globale. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est assez étonnant. On est tous, j'imagine, on n'en a pas parlé, mais on est tous à se dire qu'il serait logique, compte tenu du volontarisme de la Fed, que le dollar pèse déjà largement. Ce n'est pas encore le cas. Visiblement, il y a un manque de dollars dans l'économie mondiale. Or, le commerce mondial est financé en dollars, les matières premières sont financées en dollars. Donc, de deux choses l'une, soit on ne rentre pas dans cette dynamique suffisante d'offre de dollars, et dans ce cas-là, vous êtes dans un scénario qui est un petit peu le scénario central, c'est-à-dire une croissance molle, mais des banques centrales qui restent accommodantes, donc des marchés qui se tiennent à peu près. Soit vous êtes dans une situation où véritablement vous avez une pompe à dollars de nouveau qui se remet en place. Et alors là, vous avez une divergence assez importante entre ceux qui souffriront d'une baisse du dollar et ceux qui en profiteront. Imaginez le prix des matières premières, imaginez le prix de l'or, imaginez la performance relative du monde émergent si un dollar se met à baisser fortement. Comment est-ce qu'on se positionne dans ce contexte? Votre stratégie d'allocation à chacun, on en parle juste après la pause. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Dernière partie du Club de la Bourse avec toujours nos trois invités et on va parler de stratégie d'investissement dans ce contexte. On va commencer avec vous, Delphine Di Pizio. Quelle est votre stratégie d'allocation pour 2020 ? Alors généralement, vous allez me dire le marché est au top, qu'est-ce qu'il faut acheter parce que voilà. Est-ce qu'il ne faut pas sortir aujourd'hui? Mais à y regarder de près, tout n'est pas au top et il y a toujours des parts de segments de marché qui sont intéressants et notamment pas mal de valeurs qui restent des côtés. Et notamment, c'est pour ça qu'on aime bien l'Europe, notamment. On a le secteur de l'énergie. Bon, là, ça nous donne raison ce qui se passe en Irak, même si on ne l'avait pas vu, mais comme ça, mais un secteur de l'énergie qui est décoté, notamment parce qu'il y a cette transition énergétique et écologique qui est en train de se mettre en place, mais malgré tout qui sur les majeures pétrolières reste intéressant. On a des valeurs qui sont aussi impactées par toujours ce changement écologique énergétique, transition énergétique écologique, les valeurs de l'auto qui ont été impactées par ça, mais
aussi plus précisément l'année dernière par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On a les valeurs bancaires, alors là plus impactées par un environnement de transition sur le digital et puis des taux bas. Donc là qui reste pour nous attractif. Donc on a tout un pan quand même de l'économie, du marché européen qui nous paraît attractif aujourd'hui. Donc ces valeurs des côtés, ça devient intéressant. Et surtout, encore une fois, on n'a pas vu un repositionnement des acteurs, et notamment les plus importants, les acteurs américains, hein, notamment, je parlais des fonds de pension, mais globalement sur l'Europe, qui devrait bénéficier à ce marché-là. D'autre part, on reste très positif sur l'Asie et sur la Chine. Ça, c'était un call qu'on avait déjà l'année dernière et on reste positionné. Ça, c'est plutôt un call de long terme, hein, que ça soit d'ailleurs des obligations ou des actions en Chine. Et puis, un dernier call qu'on a mis en place plus récemment l'année dernière, enfin, en fin d'année dernière, c'est ce que je disais sur le Japon. Là, ça rejoint le fait que ça se déstresse sur la partie tension commerciale entre les États-Unis et la Chine à court terme, et le Japon devrait bénéficier de cette dynamique. D'autre part, il y a quand même l'effet Jeux Olympiques qui est peut-être passé, on n'en parle pas tellement aujourd'hui, mais qui est quand même généralement plutôt positif, en tout cas sur l'économie jusqu'aux Jeux Olympiques. Après, ils en paient souvent les frais, mais globalement jusqu'à juin, ça peut être intéressant. Voilà, et puis ces valeurs des côtés qui restent intéressantes côté japonais. Donc on reste plutôt un petit peu sous-pondéré sur la partie américaine plutôt et repondéré sur la partie européenne et les secteurs les plus décotés, l'Asie et le Japon. Julie Jourdan, votre stratégie d'investissement? Eh bien, nous, en tout cas moi, sur les États-Unis, je vais avoir une opinion assez différente, à savoir qu'on a eu, quand on regarde ce qui a le mieux performé en 2019, donc c'est la technologie, le secteur de la technologie aux États-Unis qui a pris presque 50% de progression, et le secteur de tout ce qui est services de communication qui a progressé d'un peu plus de 32%. Donc des secteurs de croissance. Eh bien, nous, on reste très positifs sur les secteurs de croissance et qualité. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les transitions auxquelles fait face notre monde actuel, donc la digitalisation de l'économie, le fait de commencer à investir sur la 5G, le fait d'aller vers la voiture électrique, le fait de poursuivre le développement dans le cloud, etc., sont des vecteurs de croissance dans la durée et vont continuer de l'être. Et qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui présentent des grosses barrières à l'entrée, de la visibilité, et nous, on favorise ce type d'acteurs. On est aussi... je dirais comme autre segment qu'on va favoriser, c'est vraiment tout ce qui concerne le consommateur, notamment dans les zones émergentes, puisqu'on considère qu'il y a effectivement une opportunité assez exceptionnelle, notamment en Asie, sur ce consommateur qui est en train de finalement d'accéder à de nouveaux types de consommation. Donc nous, on reste vraiment sur la croissance et la qualité. Et en termes d'allocation, est-ce que vous allez être davantage pondéré en actions en 2020 que vous ne l'étiez l'an dernier ? Écoutez, on verra comment on s'oriente nos futurs comités d'investissement. Didier Saint-Georges, votre stratégie ? Oui, alors sur la répartition géographique, je l'ai dit, je pense que la Chine est effectivement une région qui, dans sa croissance domestique, peut offrir énormément d'opportunités. Nous sommes très largement surpondérés sur la Chine pour les raisons que j'ai données. Et plus globalement, je rejoins assez sur la typologie des valeurs qu'il faut avoir en portefeuille. Nous avons un biais qualité et non pas value. L'idée étant que, et c'est assez étonnant, c'est peut-être un signe des temps que le mot n'ait pas été prononcé lors de nos discussions aujourd'hui, mais il y a quand même toujours une problématique de surendettement global. Et ça pose un problème de fragilité considérable. La fragilité définie non pas comme la possibilité de chuter à tout instant, mais simplement dans le fait que si les choses changent fortement, il y aura des répercussions un petit peu disproportionnées. Typiquement, la quintessence de l'organisme fragile, c'était c'est ce qui est parfaitement adapté à un environnement donné. Et puis si l'environnement change, cette adaptation se transforme en handicap. C'est le syndrome du dinosaure qui était parfaitement adapté à son environnement. Et son environnement changeant, le dinosaure a disparu. Aujourd'hui,
la clé, c'est donc la flexibilité pour être capable de gérer cette incertitude qu'on a discutée. Or, ce qui réduit la flexibilité, c'est l'endettement, c'est le surendettement. Et de manière considérable. Soit les taux d'intérêt augmentent et vous êtes pénalisé par votre endettement, soit l'économie ralentit et vous êtes pénalisé également par votre endettement. Donc la clé des valeurs fragiles aujourd'hui, ce sont les valeurs surendettées. Or, malheureusement, on les trouve beaucoup dans les valeurs cycliques, les valeurs d'ancienne économie, etc. Et donc, pour cette raison, nous avons un critère de sélection de valeurs aujourd'hui qui est énormément centré sur l'analyse des bilans et pas tant de la sensibilité au cycle économique. Et nous avons effectivement en portefeuille principalement des valeurs qui ont une croissance suffisante dans ce monde de croissance molle et surtout un bilan très fort. Des secteurs en particulier ? On trouve cette typologie dans tout un tas de secteurs. Ce que l'on constate, c'est qu'en général, ce sont les secteurs qui captent bien la révolution technologique et qui sont en mesure de profiter de potentiel de croissance avec une faible intensité capitalistique, c'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas qu'ils investissent lourdement pour pouvoir croître. Donc on les trouve beaucoup dans le secteur de la technologie elle-même, mais également des secteurs qui, dans leur métamorphose, ont réussi à développer un modèle de croissance qui ne nécessite pas d'alourdir leur bilan. Vous serez davantage pondéré en actions cette année ? Alors on est au maximum, donc on va avoir du mal à le faire davantage. C'est combien qu'aujourd'hui ? En pourcentage ? Tout dépend des fonds, mais sur les fonds équilibrés, on est à 50%. D'accord. Sur les fonds actions, on est à 96-97%. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce club de la bourse. Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac, Julie Jourdan, gérante actions américaine chez Mansartis, et Delphine Di Pisio-Tiger, directrice générale de Indosuez Gestion. Dans une poignée de secondes, Inside, présenté par Guillaume Paul et Karine Vergnol. Et au sommaire ce soir, Karine ? Eh bien, bonsoir Stéphane. Au sommaire ce soir, bien sûr, toujours la question de la réforme des retraites et cette crispation autour de l'âge pivot. On y reviendra avec la spécialiste Valérie Batine de Sapiendo Retraite. On a vu qu'il y a peut-être une ouverture de ce côté-là avec les déclarations de la CFDT et de Geoffroy de Roux de Bézieux ce matin sur notre antenne. On reviendra aussi, bien sûr, sur la tension au Moyen-Orient avec Francis Perrin, le directeur de recherche à l'IRIS. Les tensions, vous avez dû en parler dans l'émission, Stéphane, qui ont des répercussions sur le cours du pétrole. Et puis on commencera à partir vers Las Vegas. Vous savez que le Consumer Electronic Show a débuté même ce soir. Avant de retrouver toute l'actualité dans Tech & Co, on vous en parlera avec bien sûr l'honneur à la French Tech. Eh bien, nous serons au rendez-vous. Les marchés financiers, la Bourse de Paris ce soir a terminé en baisse de 0,51% à 6013 points. Les marchés américains en ordre dispersé. Petite hausse sur le Nasdaq, plus 0,18%. Et petite baisse, moins de 0,2% sur le Dow Jones. On se retrouve demain à partir de 15h pour Intégral Bourse. Très bonne soirée. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.